Bon, ben, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Je voudrais remercier France pour m'avoir embarqué dans ce projet. Je t'en veux presque pas. C'est sûr que je suis pas un spécialiste de l'histoire des congrégations religieuses. J'ai beaucoup d'intérêt pour l'histoire de la Gaspésie, vous le savez tous. Même si c'est pas mon champ d'études principal, dans les 20 dernières années de ma vie, j'ai pas mal consacré à l'histoire gaspésienne. Deuxième Guerre mondiale. Puis, si vous voulez écouter un podcast, je suis sûr qu'il y en a écouté, podcast sur la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. C'est sur toutes les bonnes plateformes. C'est La guerre vue d'ici. J'ai beaucoup eu de plaisir à faire cela. Puis, j'ai aussi beaucoup travaillé sur les gens de Jersey et de Guernsey, qui est un champ d'intérêt. Justement, il y a Sébastien qui m'avait engagé comme conservateur au Musée de la Gaspésie il y a moult années. Et je me souviens vividement du moment où je suis tombé sur une lettre de Charles Robin qui était écrite en français et qui fut mon épiphanie historique. C'est la première chose qui m'a fait lâcher la Deuxième Guerre mondiale. Parce que j'ai dit, l'histoire gaspésienne, c'est simple. Il y a les catholiques qui sont francophones, sont gentils, puis sont exploités. Il y a les anglophones, ils sont méchants, ils sont exploiteurs, puis ils possèdent tout. C'était un peu le topo que j'avais de l'histoire gaspésienne. Avec là, pourquoi Charles Robin parlait en français? C'est qui a pas mal occupé les 20 dernières années de ma vie, avec tout le coefficient de difficulté l'intérêt qui pouvait être porté pour ça. Le mois d'octobre, c'est le mois de l'histoire des femmes. Donc, comme on est en octobre, ça me faisait vraiment plaisir de parler des congrégations parce que je vais vous expliquer comment ça me touche. C'est que souvent, dans les pendants masculins, il va y avoir des noms très forts qui vont être utilisés. Tout le monde connaît François-Xavier Ross, Monseigneur Ross. Si tu vas du côté des Augustines, moi, personnellement, il n'y a pas de nom qui me vient en tête. Par contre, je suis persuadé qu'il y en a des noms, que ce soit les Saint-Rosaire, que ce soit les Ursulines. Fait que ça a été pour moi plus une espèce de voyage dans les communautés religieuses. Puis, je vais vous dire honnêtement, c'est pas une thèse de doctorat qu'on va faire après-midi. Là. C'est plutôt un survol. Mon but serait vraiment, plus que la diffusion de connaissances, de ramener les souvenirs que vous avez de ces gens-là. Parce que, moi, en le faisant, j'en ai justement trouvé. J'ai trouvé des gens, puis j'ai comme fait, je vais les partager avec vous. Puis j'aimerais vraiment beaucoup que ça soit réciproque. Parce que je suis sûr que vous avez plein de choses à dire, puis je vous regarde et je vous ai vu pour la plupart dans des causeries antérieures. Et je sais que plusieurs d'entre vous sont capables, justement, de parler Ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, si vous avez de l'intérêt pour ça, vous pouvez m'arrêter n'importe quand. L'autre chose, vous pouvez m'arrêter aussi, si j'ai fait des petites erreurs ou si je dis des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, vous pouvez aussi m'arrêter et me corriger, ça va me faire plaisir. Puis si j'ai fait des oublis flagrants, bien là, je vous invite fortement à revenir sur le... Ça fait que pour ça, on va commencer. Ça, c'est le topo qu'il y avait pour la présentation de la causerie. Mais j'ai rajouté quelque chose, justement, de parler de collaboration ou d'échange qu'on pourrait avoir ici. Je souhaite que cette rencontre en soit un moment où l'éthique du don de soi. Je pense que c'est la base, justement, des congrégations religieuses féminines. Parce que c'est beaucoup de gens qui vivaient dans l'ombre, qui étaient très anonymes, mais qui ont donné une quantité phénoménale de temps, d'heures, puis qui ont créé chez plein d'êtres humains des passions, puis ils ont été vraiment porteuses dans l'histoire gaspésienne. Avec un dialogue sur l'histoire, je souhaite vivement que, collectivement, vous ayez l'opportunité de contribuer à ce dialogue qui vise à honorer la mémoire de ces femmes et à perpétuer leur héritage. Je vais vous présenter ça comme ça. Je dis, voici mon humble voyage au cœur des communautés religieuses féminines. Puis, comme c'est important pour moi de faire un grand plan, bien, j'ai dit, on va commencer par le début. C'est-à-dire au début du catholicisme, au 1er puis au 2e siècle, dans l'Empire romain. S'il y a quelqu'un qui connaît ça, j'ai une question.
Trouvez-vous que ça a été vite entre le mouvement entre l'Israël de l'époque avec Jésus puis le mouvement vers Rome? Parce que moi, ça m'a toujours fasciné le peu de temps entre les deux. Parce que Jésus, finalement, en 33, il est plus ou moins 33. En Israël, l'actuel Israël. Puis, Saint-Pierre se ramasse à Rome. Puis c'est déjà comme un gros phénomène là-bas. C'est quand même un court laps de temps. Bon, c'est ça exactement. Les premières congrégations religieuses vont être faites souvent des veuves qui vont justement aider les gens ou des gens qui vont choisir de ne pas être en couple, à l'image justement parce que c'était sûrement très fortement imprégné par la Vierge Marie, qui est un élément moteur au côté féminin dans le... Mais ça va durer du 1er au 2e siècle parce que la religion catholique s'installe lentement. Puis comme c'est flambant neuf, bien là, les gens vont justement créer des mouvements. Puis au 3e siècle, par contre, au début du 3e siècle, le nombre de chrétiens par communauté augmente, les besoins sont précisés. Ancré dans la société romaine patriarcale, le christianisme a adopté des valeurs dominantes. Par conséquent, à partir de ce moment, qui marque la fin de notre période de recherche, les femmes ont graduellement été marginalisées. Donc, le 3e siècle, c'est un peu la fin des congrégations religieuses féminines. C'est sûr que c'est récupéré par l'empereur romain qui s'est converti au catholicisme. Et merci, Sébastien. Vous voyez Sébastien ici? C'est ça. Puis, la société romaine étant ce qu'elle était, guerrière et patriarcale, c'est sûr que l'émancipation religieuse des femmes va être très... En plus, avec... en fait, anecdote, je ne sais pas si vous savez, l'Église catholique, durant les 11 premiers siècles, les prêtres avaient le droit de se marier. Puis, comme ils étaient obligés par héritage de séparer le patrimoine de l'Église avec leur enfant, l'Église perdait. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que c'est libellé, mais... Ça fait qu'ensuite, ils ont eu le droit d'avoir des femmes, mais ils n'avaient pas le droit de se marier. Puis là, il y a comme quelqu'un qui a fait un moment donné, ouais, c'est parce que nous autres, on dit aux autres qu'il faudrait qu'ils se marient. Puis nous, on se marie pas, parce que les enfants illégitimes ne pouvaient pas avoir le patrimoine religieux. C'était juste ça le but de l'opération. Fait qu'après ça, il y a eu vers le 12e siècle, c'était la fin de, justement, c'est là que... Donc, les prêtres ont eu le droit plus longtemps de se marier dans l'Église catholique qu'ils l'ont pas eu. Puis c'est drôle, parce que quand ils le présentent tout le temps, c'est de quoi de très sacro-saint dans l'Église catholique, alors que c'est... Mais effectivement, le curé probablement le plus heureux que j'ai rencontré de ma vie avait eu toute la même ménagère toute sa vie. On laisse ça là. Donc, c'est ça, là, après ça, du 3e siècle, là, on va faire une espèce de grand pont vers 1500. C'est là qu'il va y avoir la réapparition. Tu sais, on parle de 1200 ans, puisque les congrégations sont... Parce que là, j'ai dit le Moyen-Âge, mais en fait, c'est plus vraiment le Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge finit en 1492, mais sur les vestiges d'eux. On s'entend que c'est une date arrêtée, puis que c'est pas... tout n'a pas changé en 1493. C'est pas tout le monde qui vivait à Florence chez les Médicis. L'illumination n'est pas arrivée d'un coup sec comme ça. Donc, vous avez les premières congrégations. Mais, question quiz, en quelle année Henri VIII a fait le schisme de l'Église et a fondé l'Église anglicane? Là, vous le savez pas, mais vous allez le savoir pour le restant de votre vie tout de suite après. Je vous garantis. Ça ne pas en 1534. En 1534. Bravo! Une bonne main d'applaudissement! J'ai vu 1535. C'est ça? C'est une période où l'Église catholique vit beaucoup, beaucoup de tumulte, où il va y avoir les grands schismes religieux allemands, anglais. Fait que là, il y a comme une espèce de... Parce que vous savez que les congrégations, on n'ira pas jusqu'au fond du sujet là, mais il y a comme
un élément moteur principal de créer des gens qui vont être dans la religion à partir de la congrégation. C'est sûr, quand ils font de l'éducation, ils espèrent toujours avoir des sœurs ou des frères, là, des prêtres là, qui vont sortir des congrégations. Fait qu'il y a comme un gros enjeu de marketing. Si on peut libérer, c'est comme ça. Donc, Saint-Angèle de Mérici, les Ursulines, qui va être une des plus vieilles congrégations, il y avait les... Il y en avait une autre, mais c'était nébuleux. Et ces hospitalières sont comme... Ben c'est parce que de 1500 à 1650, là, c'est comme tout le moment où est-ce que les congrégations, je te dirais, du noyau. Les corps, noyaux. Des congrégations qui vont servir beaucoup pour la Nouvelle-France. Ils vont être créés. Pour vous donner une idée de grandeur, encore aujourd'hui, là, essayez pas de lire les noms, c'est parce que j'ai essayé de faire un copier-coller puis toutes les mettre sur une page PowerPoint, puis je me suis découragé, j'ai juste compté. Non, en fait, je les ai pas vraiment comptés, je les ai mis dans Excel, puis j'ai regardé le numéro qui donnait en bas. Alors, combien de congrégations religieuses féminines y a-t-il encore au Canada aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Oui. Une centaine. Ben, vous brûlez. 153 congrégations. Il y en a sûrement déjà eu beaucoup plus que ça. Puis il y a eu des relocalisations. On va parler tantôt des Sœurs du Christ-Roi, missionnaires du Christ-Roi, qui étaient, eux, à Gaspé. Puis qui ne sont plus à Gaspé depuis 1972. Ils ont été relocalisés. Mais ils existent encore. Exactement. C'est une congrégation vieillissante comme l'ensemble des congrégations, là. À Laval. Ils ont un bâtiment là. Parce que le bâtiment avait brûlé en 1975 ici à Gaspé. Donc, les Sœurs du Christ-Roi étaient à l'endroit où est le bureau de poste actuel et seraient brûlés en 1978. Et c'est la meilleure information que j'ai à venir jusqu'à date. Nouvelle-France, beaucoup d'installations parce qu'il y a comme un concept de support de la société qui est extrêmement fort. Donc, si vous avez une installation émergente, ça vous prend comme des espèces de soins de base qui vont souvent être donnés par les congrégations religieuses, comme on a les Récollets puis les Jésuites. Mais ça, c'est les masculins. On n'en parle pas aujourd'hui. Puis on a les Augustines qui font notre premier hôpital en 1639. Les Ursulines ouvrent une école, Marguerite Bourgeois, Marie-Marguerite Diouville, congrégation de Notre-Dame, qu'on ne verra pas à Gaspésie, les Sœurs Grises, marquant ici l'essor des congrégations féminines et leur engagement dans les soins et l'éducation. Pourquoi ça s'appelait les Sœurs Grises? Ça, c'est compliqué. Tu sais? Non. C'est parce que j'ai trouvé de quoi qui expliquait. Parce qu'on a c'est des sœurs qui étaient, on va en parler un petit peu plus loin. Puis il y avait une affaire d'ivresse, puis c'est avec peu de sens. Le mari d'une des personnes qui était comme instigatrice ou qui finançait, qui était ivre, donc grisé. C'est lié avec ça? Mais c'est comme tiré par les cheveux que j'ai pas, là. Fait que... Je trouvais ça magnifique, mais ça avait peu de sens. Alors, je vous ai répété et vous ai dit que ça avait peu de sens. Bon. À la conquête, vous savez que ça a eu un super de gros impact parce que là, toute l'installation, à partir de 1763, les congrégations religieuses sont... Comme le gouvernement colonial anglais a un peu peur de ça. Parce que s'il y a de quoi qui faisait peur aux Anglais, c'est les papistes. Je vous recommande fortement de lire les journaux américains, qui, même s'ils sont plus anglais, de la période de la famine en Irlande, de voir comment est-ce qu'ils ont peur que les Irlandais débarquent en masse aux États-Unis, tellement qu'ils ferment la frontière américaine. Et c'est pour ça que nous, on va les accueillir, les Irlandais, on va être super heureux. Ce qui va donner qu'on a plein de non-Irlandais en Gaspésie. Donc, c'est ça. On voit ici, en 1810, le taux d'analphabétisation est de 96 % chez les Canadiens français. Chose qui est très, très, très crédible parce que
pour avoir travaillé beaucoup dans les livres de comptes des compagnies de pêche jerseyaises, même au tournant du 20e siècle, la grande majorité des gens, quand ils vont faire une reconnaissance de dette, vont mettre un X. Puis la personne, d'habitude, il y a une personne dans le village, c'est un lebreu avec l'Oridum, c'est ce qui m'avait le plus marqué. Puis il signe, lui, il sait écrire son nom, mais c'est comme un enfant de 4 ans, là, qui... C'est comme, il y a une connaissance très, très limitée de l'écriture, là. Sœur de la Charité, sœur Grise. C'était l'école qui était à... où ce qui est l'actuel campus du cégep à Carleton. L'église juste derrière. Ouais. Exactement. Puis c'est la plus vieille congrégation. Si quelqu'un veut me challenger, je suis prêt. Mais ce que j'ai trouvé 1860... je suis capable de vivre avec le concept. Mais j'ai trouvé 1867, c'est le... C'était... Parce que avant ça, là, même... Moi, je suis natif de Grande-Vallée, si vous n'aviez pas déjà entendu mon accent. Fier Grande-Vallée. Puis, c'est ça, quand les curés passaient, c'était des missionnaires jusqu'au 1870, 1880, 1890. Puis quand le missionnaire passait, il célébrait le mariage, puis il baptisait les 2 premiers enfants. Ça veut dire que ça faisait comme 4 ans qu'il n'avait pas passé. C'était rétroactif. Peut-être qu'il s'est installé à Carleton. Mais à l'époque, on s'entend que Carleton, le niveau de développement de Carleton versus Grande-Vallée, c'était quand même, tu sais, le côté sud était beaucoup plus... C'est plus avancé. c'est ça, là, on parle pas du même... on n'est pas... Il y a eu tout un débordement des Acadiens qui sont arrivés. Exactement. Fait que le niveau de population... Je pense qu'il était à Chandler aussi. Ben c'est ça, c'est qu'ils vont... Rapidement, vu qu'ils font de l'éducation, il va y avoir un... comme les Saint-Paul de Chartres, que je vais parler après. C'est ça, mais il enseignait aussi à Maria. Oui. Donc, le point teg de tout ça, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses à faire en Gaspésie. Ça fait qu'il dispatchait les congrégations, puis il y avait comme un nœud où il y avait une installation, puis ensuite, il faisait des embranchements. Le meilleur exemple de ça, c'est les Saint-Rosaire. Oui. Ça venait toujours de France, les religieux? Souvent, c'était des Québécoises. Parce que par les noms de famille, là, j'avais comme pas l'impression qu'il y avait beaucoup de... Mais il y en avait aussi, c'est sûr, là. Il y avait 25 écoles qui étaient sous l'égide des Saint-Rosaire. À Grande-Vallée, c'est les Saint-Paul de Chartres qui vont avoir la première école. Ça va être les Ursulines qui viennent ensuite remplacer les Saint-Paul de Chartres. Puis c'est pour finir par les Saint-Rosaire pour le... Toutes des Gaspésiennes, dans le fond. Il y avait beaucoup de gens de l'extérieur, mais parce que les Gaspésiennes n'avaient pas encore eu d'école. Donc, ne pouvaient pas devenir sœurs encore. Oui, je comprends. C'est l'installation des premières congrégations religieuses qui va donner la première génération de séminaires. Monsieur Arthur a été au séminaire. Monsieur Sainte-Croix a été au séminaire. T'sais, avant les séminaires de Gaspé, il n'y avait pas de cohorte de gens formés de haut niveau académique. La première génération d'avocats, la première génération de médecins, de dentistes, de juges, va tout venir justement de l'émergence du séminaire. Souvent, c'était comme le diocèse. Le diocèse de Rimouski qui voulait... parce qu'avant qu'il fasse c'est devenu l'archidiocèse, parce qu'il était sous lui de Gaspé, il était sous l'égide de... Mais il y avait une pression de développement. Parce que dans les lettres qui ont été écrites à François-Xavier Ross, ils mettent de la pression là, pour comme, ouvre-en puis installe du monde, parce que le but étant de prouver qu'il y avait raison d'avoir un diocèse aussi, puis qu'il était capable d'avoir des choses. C'était aussi pour le recrutement, qui était hyper important. Parce que c'est justement de créer les congrégations avec des nouvelles, de lever une nouvelle génération de sœurs ou de prêtres. Là. Comme je disais, ils sont arrivés en 1867 à l'initiative du curé Nicolas Audet. Audet, on s'entend que c'était un gars de Carleton, sûrement.
Ça, c'est le couvent que vous pouvez voir encore aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, c'est là que vous êtes allé. J'ai fait mon école normale, là. OK. Ça, c'est l'actuel bâtiment qui est incorporé dans le cégep de Carleton, qui est un pavillon du cégep de Gaspé. Puis, c'est ça, on voit ici, tu sais, il y a vraiment une période charnière dans les congrégations. Là, c'est la première qu'on voit, puis c'est le moment où il va y avoir les polyvalentes qui vont être développées, l'arrivée des cégeps. Puis ça va vraiment chambouler beaucoup. C'est ces gens-là qui avaient passé une grande partie de leur vie ici vont souvent partir pour aller au cégep. C'est ça. Puis il va y avoir, tu sais, comme des mouvements où il y avait une formation qui était plus... peut-être pas du même niveau que cégep, mais qui faisait que les gens restaient dans la communauté. Donc, il y avait comme une espèce de... C'est comme une espèce de rempart contre l'exode des cerveaux, là, qui permettait aux gens d'avoir une formation académique potentiellement intéressante, mais de rester dans son milieu. Puis c'est ça, il va avoir en 1968, quand il ouvre la polyvalente, Antoine Bernard, puis que les cours vont être transférés là, les sœurs de la Charité vont tout simplement retourner à la maison mère à Québec. C'est qui va faire 101 ans de ça, de la Charité, en Gaspésie. Les sœurs Saint-Paul-de-Chartres. Ça, c'est ça. C'est les... nés sous le nom des filles de l'école, c'est ce qui était en 1696, quand ils ont commencé. Nous, ça va être beaucoup plus tard qu'ils vont arriver en Gaspésie. Puis, c'est ça, l'ouverture de l'hospice en 1930, noviciat en 1932. Comme je disais tout le temps, le noviciat est super important dans l'installation de la congrégation parce que tu veux avoir une génération de produits locaux. C'est ça, à Sainte-Anne-des-Monts. J'ai mis cette photo-là. Là, vous allez vous demander pourquoi. Parce que, premièrement, je suis persuadé que vous avez plein de photos dans les albums, pour la plupart, avec des gens, des congrégations religieuses que vous pouvez trouver. Puis elle, c'est parce que c'est... Le plus grand, c'est Francis Pelletier, qui était de Sainte-Anne-des-Monts, qui était le président, quand il est décédé, il était président du CA de la Maison de la Culture. Quelqu'un qui a eu une grosse incidence. Mais Jacques, son petit frère, c'était un des premiers curés que je me souviens à Grande-Vallée. Puis c'était un humaniste puis un philosophe, encore aujourd'hui, sauf qu'il pratique beaucoup moins. J'avais adoré, j'aimais beaucoup parler avec lui. Je me souviens d'ailleurs vivement lui avoir demandé, quand j'étais en 5e année, « Est-ce que Dieu a pardonné à Adolf Hitler? » Puis là, il m'avait dit « Dieu est miséricordieux, puis oui, il a pardonné. » J'ai dit « Oui, mais tu sais, il était vraiment pas gentil, là. Tu sais, c'est comme un gros projet pardonner ça, là. » Puis il avait pris le temps quand même, tu sais. Il voyait un mélange d'intérêt et de naïveté intéressant. Donc, on a notre ami Jacques Pelletier, qui est encore en vie, qui est un être humain très agréable à côtoyer. Et comme je lui avais posé des questions saugrenues, j'avais choisi d'en parler ici. Puis, comme je vous disais, il y a des témoignages, j'ai pas eu la chance de rencontrer tant de gens religieux que ça, mais Sœur Laurette, des Saint-Paul-de-Chartres, et la sœur de la grand-maman de Mathilde, qui a passé 7 ans de ma vie avec moi. On a été ensemble pendant 7 ans. J'ai eu la chance de la rencontrer. C'est un être humain exceptionnel. Elle est encore en vie. Elle doit approcher de la 100aine d'années. Ils vivent très, très vieux, ces Lebreux-là. Puis, c'est elle qui a appris à Louis-Jean Cormier à jouer du piano. C'est sa tante. Puis, l'autre anecdote que j'aimerais vous conter, je suis allé, juste avant qu'il quitte le bâtiment, il y avait un immense bâtiment, magnifique bâtiment dans le centre de Sainte-Anne-des-Monts qui donnait sur la mer. Puis j'étais allé, puis elle m'avait fait faire le tour du bâtiment. Puis je lui avais dit, il savait faire les bâtiments à l'époque. Tu sais, il faisait, tu sais, solide. Puis elle m'a répondu, oui, mais quand on avait un problème, on le réparait tout de suite. Puis j'avais trouvé la phrase pleine de philosophie, de vie, et aussi comment est-ce que les infrastructures parfois nous quittent, mais qu'on s'en occupe pas. Tandis que ça, chaque fois qu'il y avait une fissure dans le salaire, j'avais quelqu'un pour aller colmater. Donc c'était mon petit
Mon petit poids. Puis j'ai aussi la sœur de mon père, Rachel Fournier, qui est sœur du Saint-Rosaire, qui l'école de Saint-Moïse s'appelle l'école Rachel Fournier, parce qu'elle a passé toute sa vie à enseigner là. Puis dans la joie et l'allégresse, elle a adoré ça, ça a super bien noté. Puis là, elle était comme tombée à la retraite. Puis elle était heureuse, comme la plupart des êtres humains qui tombent à la retraite. Mais comme elle était la plus jeune de la congrégation à Rimouski et très dynamique, ils lui ont fortement suggéré de s'inscrire au baccalauréat en administration. Fait que pendant que moi, j'étais à l'université, tante Rachel, qui était tombée à la retraite, faisait ses cours d'administration pour administrer le bâtiment des Sœurs Saint-Rosaire à Rimouski. Ce qu'elle fait encore en date d'aujourd'hui. Justement, les Saint-Rosaire, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de photos sur eux autres, et pourtant, ils étaient extrêmement répandus. Ils savent, ils étaient dans 25 paroisses de Gaspésie. Les Ursulines de Gaspé. La photo sort pas super bien, mais c'est une magnifique photo là, avec les... Puis c'est François-Xavier Ross qui est assis dans le milieu. François-Xavier Ross avait beaucoup de pression de Rimouski pour l'installation. Puis en même temps, je dois dire, moi, je connaissais pas son histoire. Je savais, tu sais, on a entendu le nom, les ponts. Mais c'est ça, c'est M. Jules Bélanger qui a fait l'expo permanente en 2008, du renouvellement de l'expo permanente. On n'avait pas parlé de François-Xavier Ross, ce qui avait suscité une forme de tension. Mise au point, oui, nous avons été corrigés par M. Bélanger. Puis c'est là qu'il m'a dit, il m'a pas dit, lis tout ça, lis ses mandements d'entrée. J'avais aucune idée c'était quoi des mandements d'entrée. Mais je les ai trouvés quand même assez rapidement dans le centre d'archives. Puis effectivement, c'était comme toute la série de projets que lui avait. Puis l'incorporation, le développement, il disait en Gaspésie, il manque des ponts, il manque des routes, il manque des hôpitaux, il manque des écoles. Puis c'est ça, puis il va y avoir, parce que j'ai vu une lettre là, quand pour les Sœurs du Christ-Roi, là, que Rimouski, ils font comme, regarde, ça fait déjà un bout de temps là, que t'es en branle, mon grand, là, puis t'as comme pas t'as pas encore fait de congrégation à toi, là, parce que c'est ça le but de l'opération. Là. Faut que t'en aies une toi aussi, là. D'où la fondation des... Bon, j'ai tout... Bon, en 24, fonde l'École normale de Gaspé. Puis on va voir une des plus vieilles photos. Puis ça, c'est une photo qu'on a rarement vue de Monseigneur Ross. Je trouvais qu'il y avait un petit air cool dessus, fait que j'ai dit, ça va être elle. Non, mais il a l'air en contrôle. Là. C'est ça que je veux que le monde se souvienne. Là, c'est loin, mais on va se rapprocher. Ça, c'est probablement une des plus vieilles photos parce que c'est en 26. C'est une photo aérienne qui avait été prise. Non. C'est les Fairchild Aerial Survey. Justement, pour vous montrer ça, parce que je peux pas juste faire de l'histoire religieuse, il faut que je fasse de l'histoire de Gaspé un peu. Quand ils ont fait la Pite Caribou, ils ont fait une joke de l'ESSEP, puis ils ont dit que ça avait été le premier à survoler Gaspé. Eh bien non, en 1926, l'année d'avant, ça avait été fait. Puis là, j'ai fait un petit zoom-in sur le bâtiment, puis on voit l'ensemble du terrain, puis on voit aussi que... Il y a quelque chose d'intéressant dans le séminaire puis le bâtiment des Ursulines, où il y avait une espèce d'équité dans le déploiement. Là, exactement, là, il y avait... Puis la vue devait être magnifique. Puis, juste pour parler légèrement de l'exposition que vous pouvez aller voir en haut, il y a une exposition justement sur les congrégations religieuses, puis la science, puis la diffusion des connaissances. Dans les collections du musée, il y a cette magnifique harpe qui avait été donnée justement par François-Xavier Ross à une Ursuline, puis elle qui va enseigner la musique dans le... Puis c'est un magnifique objet qu'il y a dans les collections du musée de la Gaspésie. Là. Ça vaut vraiment la peine. Je vous invite tous à aller voir après l'exposition. La photo, c'est sûr qu'elle est petite, là, mais c'est une photographie représentant 4 jeunes femmes portant la coiffe de nonne devant la ville de Gaspé. Il s'agit sans doute de 4 jeunes Ursulines postulantes. Comme j'en ai parlé déjà beaucoup,
Tu sais, les congrégations avaient beaucoup de pression pour recruter parce que c'était une façon d'avoir des gens qui allaient travailler dans le... Puis, qui plus est, je sais que les familles aussi avaient beaucoup d'intérêt à... Exactement. D'où ma tante Rachel et mon père Régis, qui finalement a changé d'idée. Il a réussi à faire son séminaire, mais sans la prêtrise. Sinon, vous n'aurez pas de causer aujourd'hui. Ça, c'est la version presque complète. C'était un magnifique bâtiment. Je me souviens de... Ça doit avoir fait Je suis sûr que psychologiquement, ça doit avoir eu un impact à la population quand ils ont défait le bâtiment ici. C'était quand même un symbole très fort de l'émancipation féminine à Gaspé. Tu sais, puis la destruction, c'est comme venir enlever quelque chose qui a été, on pourrait dire, un phare dans la ville de Gaspé, là. Je peux vous dire ma théorie là-dessus. On était un peu en retard sur la modernité. Puis ça fait qu'on avait défait la pointe au hara pour mettre un 4 voies. Parce qu'un 4 voies, c'était la modernité. Tu sais, il y a comme une espèce de vouloir se mettre à niveau, mais d'une façon complètement anarchique. Ça, c'est la maquette que vous pouvez voir à la cathédrale, qui est super intéressante. Je suis un fan fini de maquettes. Les Augustines, là, je vous ferai pas... débarque venu de la France, débarque à Québec le 1er août 1639. Je pense que la dame qu'on voit sur le côté, c'est comme la sponsor. C'est elle qui commanditait l'opération de fondation. Bon, ça, c'est les fondatrices, 1926. Mère Marie de l'Incarnation, Mère Saint-Albert, Mère Saint-Norbert, Sœur Saint-Michel, Sœur Marie de l'Assomption, Sœur Marguerite. À la demande de Monseigneur Ross, les Augustines ont fondé le premier hôpital de Gaspé. En 1926, la maison Fort-Ramsey sert au départ de monastère et d'hôpital. Sur cet endroit-là, avant l'installation de John Le Boutillier, parce que la partie ici, c'est la maison de John Le Boutillier, qui a été fait autour de 1855, si ma mémoire est bonne. Avant, il y avait déjà des fondations. C'était le poste de douane de Gaspé, qui était exactement là. Parce que j'ai vu un dessin de Oulos, qui est un peintre de Jersey qui a peint l'ensemble, plein de choses en Gaspésie. Non, Thomas Pye, lui, c'est déjà la maison. Quand Oulos, il marque... Parce que j'ai eu la chance de Mme Kirkbride, qui était native de Jersey, qui avait été en relation avec la personne qui possédait, un monsieur Appleby, qui possédait l'ensemble d'une grande partie de la collection des Oulos. Elle m'a envoyé des croquis, hein. Comme ça, j'ai reçu une grosse enveloppe avec des croquis de la ville de Gaspé puis de Percé. Puis, il y a les noms sont indiqués. Donc, vous avez Custom au-dessus du bâtiment. Puis, vous avez même l'ancien nom de où est-ce qu'il y a la maison Wakeham. Parce que c'est pas M. Wakeham, c'est pas William Wakeham qui a fait la maison Wakeham. C'est un M. Perchard, il décède et sa veuve vend la maison à William Wakeham. Exactement. Fait que cette partie-là, qui était la maison de John Le Boutillier, dans la succession, va être rachetée, si je me souviens bien, à prix relativement modique, là. Parce qu'il y a comme... ils n'ont pas essayé d'ambitionner sur ce qui était très gentil. Mais la maison est faite en pierre de Jersey. C'est qu'à l'époque, la Gaspésie exporte des quantités phénoménales de morue vers l'Europe. Mais quand vous rapportez les matériaux de l'Europe, c'est souvent des produits manufacturés. Ils sont beaucoup plus légers que la quantité de morue. Donc, vous devez utiliser du ballast. Et le ballast était des pierres de Jersey. Et cette maison-là, qui a été détruite en 1974, je n'ai même pas été capable de trouver où est-ce qu'il avait mis les pierres. J'aurais vraiment aimé ça, trouver où est-ce qu'il avait mis les pierres. Fait que la première installation qui va être dispensaire, finalement, va être dans l'ancienne maison de John Le Boutillier jusqu'à la construction du pavillon à côté, qui a fini
sûrement en 71, 72, parce que je suis né en 74 dans le nouvel hôpital de Gaspé. Ça, c'est la projection, c'est dommage, mais cette photo-là est vraiment magnifique. C'est parce que justement, c'est la période hybride où ce que vous avez encore les gens les Ursulines, puis vous avez les gens qui sont des laïcs. Les Augustines, excusez. Puis, bien sûr, il va y avoir, là aussi, on a une version hybride, là, avec les gens des Augustines puis les laïcs qui sont au sanatorium, où ce que sûrement, il y a des gens de votre parenté qui ont été durant la période de la tuberculose. Et le bâtiment des Augustines qui existe encore aujourd'hui. Reconverti en maison pour personnes âgées en 1995. Surprise que j'ai découvert hier soir vers 9h45. Les Sœurs de Sainte-Marthe, qui étaient... Puis là, j'ai appelé mon père, puis j'ai dit... les Sœurs de Sainte-Marthe. Il dit, ben oui. Il dit, il y avait il y a 2 fourniers de Grande-Vallée qui sont les tantes, qui étaient les tantes de mon oncle Régent. Parce que nous, on garde les jeunes forts, on garde les fourniers entre fourniers. Puis c'est ça qui était. Puis eux s'occupaient de l'ensemble de l'entretien, puis l'entretien des gens qui enseignaient, puis de tout ce qui était l'aspect nourriture. Ça, c'était un article de Louis Bernard qui a été publié dans le magazine Gaspésie et qui est disponible sur la plateforme Érudit. C'est 2 pages, puis c'est vraiment génial. J'ai lu ça hier soir et j'étais plein de bonheur et de joie. C'est court, mais c'est très savoureux sur le... Parce que lui, il vient comme quand t'es un enfant de voir quelqu'un qui a l'ensemble de l'habillement, que ça l'avait... Mais ça, c'est magnifique, ça. Moi, j'ai jamais eu la chance de voir ça, là. Je suis un peu déçu. Parce que c'est une sœur de Saint-Paul. À Saint-Anne-des-Monts. L'uniforme est super important au niveau de l'esprit de corps, d'association. Puis le fait que tu te vois, puis tu te rends compte, puis tu sais que l'autre personne est, elle aussi, dans la même congrégation de toi. Ça, c'est la base. Parce que je pense qu'il y a de quoi pour générer la relation puis la proximité. Parce que t'es pas parent de sang, mais t'es dans la même équipe. Mais ça, c'est très intuitif. Si quelqu'un veut me contredire, vous avez le droit. Il y a peut-être un élément, c'est ça, d'uniformisation, puis aussi de libération de l'aspect corporel, charnel de l'être humain. Puis vous avez les Ursulines à gauche, Sœur Rita Gagné. Puis de l'autre côté, c'est les Sœurs Saint-Rosaire. Ceux-là, c'est Sœur Sainte-Élie et Sœur Sainte-Euphémie. Mais je dirais, par la qualité de la photo, il ne doit pas avoir tant d'êtres humains qui sont encore vivants, qui ont été à l'école avec eux autres. Parce que la photo doit dater de 31, 32. Là. Fait que si on fait un calcul, ça te met loin dans le temps. Là. Les missionnaires du Christ-Roi, c'est vraiment anecdotique, là, parce qu'il y a eu, c'est ça, tout le travail qu'ils ont fait, justement, avec les... mais moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était qu'il allait traiter avec des Ursulines, parce que la fille à mon oncle Petit Georges, Janine Fournier... Elle n'est pas Ursuline? Oui, elle était Ursuline, mais il avait fait un agencement avec les trades. C'est des échanges. C'est ça, des échanges. Contre des choix de première ronde. Ce qui me fascinait là-dedans, c'est qu'ils sont partis très tôt aider au Japon, puis ils traitaient la lèpre au Japon. Et puis, en 1930, tu sais, ils sont partis, tu sais, au début 1933. Puis le Japon, en 1940, avait une puissance pour tenir tête aux États-Unis. Fait qu'il y avait comme une espèce de rapidité, de productivité puis d'industrialisation qui a été vraiment impressionnante et qu'il y avait des maladies qui étaient très archaïques, on pourrait dire, comme la lèpre. On s'entend que c'est pas... Non. Fille de Marie de l'Assomption, parce que je voulais vous parler de... Vu qu'elle était sœur, puis ça, c'est que je me gâte, là.
C'est les sœurs Catherine Jolicoeur, parce qu'elle a travaillé sur le vaisseau fantôme. Puis c'est vraiment, vraiment génial. Puis toute femme qui a fait un doctorat avant les années 50 puis qui sont gaspésiennes, ça vaut la peine d'être souligné. Ben oui. C'est ça. Elle est née à Nouvelle, Catherine Jolicoeur. Parce que moi, j'ai connu Edith à exposer au musée. C'est sa nièce. Edith Jolicoeur qui faisait des magnifiques installations sur des cadres de fenêtres, des anciennes fenêtres. Puis c'est ça. Elle était sœur, c'était à Campbellton. Fait que c'était comme un petit... j'ai comme un peu triché, mais je voulais ressouligner justement son apport dans l'aspect folklorique. Là, Puis, là, j'ai pris un guess. Puis je me disais, comme Carmen Roy était native de Capichat, il y avait des bonnes chances qu'elle soit passée par les Saint-Paul de Chartres. Mais si c'est pas arrivé, c'est pas grave, parce que je manque jamais l'occasion de parler de Carmen Roy. Quand je l'adore de tout mon cœur. Fait que je prenais juste pour dire que justement, Carmen Roy, qui a des fortes chances qu'elle soit passée par les Saint-Paul de Chartres, a fait son doctorat en 1953, a travaillé avec Marius Barbeau. Exactement. Et littérature orale en Gaspésie que chaque domicile gaspésien devrait avoir, car c'est un chef-d'œuvre. Ça, défi actuel, c'est rien que parce qu'il faut closer. Puis c'est sûr que le problème, comme ma pauvre tante Rachel qui est douée d'aller faire son bac après avoir l'âge de la retraite, vieillissement, les changements sociaux. C'était super intéressant, mais à un moment donné, j'ai fait Québec-Rimouski avec, puis on a parlé beaucoup de ça. La période, justement, l'abandon pour plusieurs gens de congrégation, puis la réflexion qu'elle avait eue là-dessus. C'est quelqu'un qui est très, très généreux. Elle m'avait beaucoup, beaucoup parlé de comment elle s'était sentie face à ça. Puis elle avait comme dit, bon, j'ai pris la décision de rester dans les... parce que je croyais que dans ma vie, j'apportais plus à la société comme je faisais là dans l'enseignement que si j'avais été dans la société laïque. C'est votre temps, c'est votre temps. Ah, c'est celle qui est canonisée. Bien, vu qu'aujourd'hui, il y a 6 heures de ça, elle avait été béatifiée en 1984 lors du passage de Jean-Paul II. J'y étais. Je m'en souviens parce que ma grand-mère, je m'étais fait confirmer, puis ma grand-mère m'avait donné une bande dessinée sur Carole Vocciola, qui était Jean-Paul II. Puis c'est parce qu'il parlait dedans de résistance contre l'Allemagne nazie durant l'occupation polonaise. Puis depuis, même si j'avais juste 10 ou 11 ans à l'époque, j'étais déjà un grand partisan de la résistance contre l'Allemagne nazie. Demandez-moi pas pourquoi, mais ça m'a toujours venu me chercher au cœur. Fait que c'est ça. Dans sa carrière, elle est née à l'Acadie. Si je me souviens bien, c'est près de l'actuel Saint-Jean-sur-Richelieu. Parce qu'elle a déménagé à Napierville. Elle était à Memramcook. J'ai pas le même espace. J'ai lu beaucoup. Tu sais, j'ai comme passé beaucoup de matériel en peu de temps. J'ai comme des bribes là, qui... Puis, j'ai aussi vérifié le nombre de femmes qui avaient été canonisées et c'est un club relativement select. Je pense qu'on parle de... On est en bas de 10, si ma mémoire est bonne. C'est exactement, c'est le processus là parce que j'étais vraiment pas au fait de ça. Je savais qu'il y avait une corrélation avec les miracles parce que il avait travaillé pour le père Wattier pour une béatification. Il y a un moment donné dans l'histoire, là, je sais pas si ça vous dit de quoi, là, mais il avait comme monté un dossier pour justement dire qu'il y a un miracle reconnu puis de demander sa béatification au père Wattier. Comme elle est décédée en 1912, puis là, elle va être canonisée, puis les premières congrégations religieuses gaspésiennes sont arrivées en 1867. Fait que le temps qu'il y ait une cohorte de religieuses ou de religieux, puis que vous allez vers la... disons que le jeu dans le temps est quand même relativement grand là,
Donc, c'est compliqué qu'on ait les Gaspésiens qui soient... Mais même béatifiés, je ne pense pas. Non, hein? This is the end. C'est la fin. Dans le fond, c'est